Tu mourras en prison. Un garçon de 8 ans condamné à la prison à vie pour avoir tué sa mère. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous regardez. Profitez de l'histoire. L'appel est arrivé juste après l'aube un mardi matin d'octobre. Anonyme. Bref, une voix de femme, tremblante, disant seulement « Quelque chose ne va pas au 428 Maple Drive ». Quand l'agent Ryan Brennan est arrivé à la petite maison de banlieue silencieuse, tout semblait normal. La pelouse était tondue. Un vélo gisait sur le côté près du porche. La porte d'entrée était déverrouillée. Il a appelé. Pas de réponse. Il est entré. La maison était silencieuse. Trop silencieuse. Le genre de silence qui pèse contre votre poitrine et fait crier vos instincts. Il a traversé le salon. Une tasse de café froid était posée sur la table. Un dessin d'enfant était épinglé sur le réfrigérateur. Il a monté les escaliers lentement, sa main reposant sur son arme. C'est alors qu'il a vu la porte de la salle de bain. Fermée, verrouillée de l'intérieur. Il a frappé. Pas de réponse. Il l'a forcée. Emily Weaver, 35 ans, gisait recroquevillée sur le carrelage. Ses yeux étaient ouverts. Du sang formait une flaque sous sa tête. Le rideau de douche pendait à moitié arraché de sa tringle. Une seule empreinte de main, petite, de la taille d'un enfant, était maculée sur le bord du lavabo. Brennan a appelé des renforts par radio, la voix tendue. Puis il l'a entendu. Un son faible, venant d'en bas. Il est descendu rapidement, le cœur battant. Dans le salon assis en tailleur sur le sol devant la télévision, se trouvait un garçon. 8 ans. Petit pour son âge. Cheveux noirs. Peau pâle. Benjamin Weaver. Il était couvert de sang. Ses mains. Sa chemise. Même une traînée sur sa joue. Mais il ne pleurait pas. Il ne tremblait pas. Il était juste assis là, fixant l'écran. Un dessin animé passait en sourdine. « Hé, mon garçon », dit doucement Brennan en s'agenouillant. « Tu vas bien ?» Le garçon ne le regarda pas. « Qu'est-ce qui s'est passé ici, Benjamin ?»« Toujours rien. » Brennan essaya à nouveau. « Où est ta maman ?» Finalement, le garçon parla. Sa voix était plate, sans émotion. « Elle est tombée. »« Elle est tombée ?» ?»« Elle est tombée toute seule. » L'estomac de Brennan se tordit. Il jeta un coup d'œil vers les escaliers, puis à nouveau vers le garçon. Il n'y avait pas de peur dans ses yeux, pas de confusion, juste du vide. En 1 heure, la maison grouillait d'enquêteurs. Du ruban de scène de crime enveloppait la propriété. Les voisins se rassemblaient sur le trottoir, chuchotant derrière leurs mains. La détective Nina Marlowe arriva et prit immédiatement le contrôle. Elle avait la quarantaine, le regard vif, et était connue pour son instinct. Elle parcourut la scène avec attention. La salle de bain, le couloir, le salon où Benjamin avait été trouvé. Quelque chose ne collait pas. La porte avait été verrouillée de l'intérieur. Aucun signe d'effraction, aucun signe de lutte, mais les blessures d'Emily ne correspondaient pas à une simple chute. Et puis, il y avait le garçon. Calme, trop calme. Marlowe s'accroupit près de la table basse et remarqua autre chose. Une caméra de sécurité montée dans le couloir. Petite. Facile à manquer. Elle vérifia l'appareil. Il avait été éteint. Manuellement. Des heures avant l'incident. Elle regarda à nouveau Benjamin, maintenant enveloppé dans une couverture, assis silencieusement à l'arrière d'une ambulance. Comment un enfant pouvait-il être impliqué dans quelque chose comme ça? Et, plus important encore, qui a éteint cette caméra? 3 semaines plus tôt, la vie au 428 Maple Drive semblait ordinaire de l'extérieur. Emily Weaver travaillait le quart de soirée à l'hôpital St. Michael. Elle était infirmière, compétente, professionnelle, toujours à l'heure. Ses collègues la décrivaient comme calme mais amicale. Elle restait surtout pour elle-même, mais elle souriait quand elle le devait. À la maison, cependant, les choses étaient différentes. Benjamin avait toujours été un enfant silencieux. Les enseignants de l'école primaire Riverside disaient qu'il était poli mais renfermé. Il jouait rarement avec les autres enfants. Pendant la récréation, il s'asseyait seul près de la clôture,
dessinant dans un petit carnet qu'il transportait partout. Émilie essayait, vraiment. Elle préparait ses repas préférés, des macaronis au fromage, des nuggets de poulet en forme de... dinosaure. Elle lui demandait comment s'était passée sa journée. Mais les réponses de Benjamin étaient toujours courtes. 1 ou 2 mots. Jamais plus. Comment était l'école? Bien. As-tu joué avec quelqu'un? Non. Elle soupirait, l'embrassait sur le front et laissait tomber, mais il y avait des moments, de petits moments étranges, qui ne collaient pas. Un soir, Émilie rentra tôt du travail et trouva Benjamin debout dans le couloir, juste debout là, fixant le mur. « Qu'est-ce que tu fais, chérie ?» demanda-t-elle en posant son sac. Il ne se retourna pas. « J'écoute. »« Tu... écoutes quoi ?»« L'homme. » Le cœur d'Émilie sauta un battement. « Quel homme ?» Benjamin la regarda finalement. Son visage était vide. Celui qui parle à travers le mur. Elle vérifia le mur. Rien. Aucun son. Pas de voisin de ce côté. Juste le garage. Elle s'agenouilla, forçant un sourire. Il n'y a pas d'homme, mon cœur. C'est juste la maison qui se tasse. Les vieilles maisons font des bruits. Il hocha la tête. Mais il n'avait pas l'air convaincu. Cette nuit-là, Émilie ne put dormir. Elle restait allongée dans son lit, fixant le plafond, écoutant. La maison était silencieuse, mais elle ne pouvait se débarrasser du sentiment que quelque chose n'allait pas. La semaine suivante, elle trouva une lettre. Elle était glissée sous son matelas, pliée en un petit carré serré. Elle ne se souvenait pas l'avoir mise là. L'écriture était la sienne, mais elle ne se souvenait pas non plus de l'avoir écrite. Elle disait « Si quelque chose arrive, ne les crois pas ». Ses mains tremblèrent en la relisant. Encore et encore. Elle la déchira, la jeta, essaya d'oublier. Mais elle ne pouvait pas. La tension dans la maison devint plus épaisse. Émilie commença à verrouiller la porte de sa chambre la nuit. Elle vérifiait les fenêtres 2 fois avant de se coucher. Elle commença à remarquer des choses, de petites choses. Une chaise déplacée, un tiroir laissé ouvert, la faible odeur de Cologne dans le couloir, même si personne n'avait été là. Benjamin le remarquait aussi. Il arrêta, complètement de parler pendant des jours. Il restait dans sa chambre avec la porte fermée, se chuchotant à lui-même. Émilie collait son oreille à la porte, essayant d'entendre. Une fois, elle l'entendit dire « Je ne dirai rien, je promets ». Elle ouvrit la porte rapidement. « Dire quoi, Benjamin ?» Il leva les yeux de ses dessins. Ses yeux étaient creux. « Rien, maman. » Elle voulait insister, exiger des réponses. Mais quelque chose l'arrêta. Peut-être était-ce la peur, peut-être l'épuisement, ou peut-être, au fond d'elle, connaissait-elle déjà la réponse, et ne pouvait y faire face. Les voisins le remarquèrent aussi. Madame Callahan d'à côté le mentionna une fois en prenant le courrier. « Tout va bien là-bas, Émilie ?»« Bien sûr. Pourquoi ?»« Je ne sais pas. C'est juste, ça semble calme, tu sais ? Trop calme. » Émilie força un sourire. « Nous allons bien, juste occupés. » Mais il n'allait pas bien, et tout le monde le savait. Le dernier dimanche, avant que tout ne s'effondre, Émilie emmena Benjamin au parc. Elle pensa que peut-être l'air frais aiderait, peut-être qu'il courrait, rirait, serait un enfant. Mais il s'assit juste sur la balançoire, immobile, fixant le sol. « Pousse-moi » dit-il doucement. Émilie poussa, encore et encore, mais il ne souriait pas, ne réagissait pas. Après un moment, il dit quelque chose qui glaça son sang. « Maman, as-tu déjà l'impression que quelqu'un te regarde ?» Elle arrêta de pousser. « Que veux-tu dire ?» Il tourna légèrement. La tête. « Même quand tu es seule. » La gorge d'Émilie se serra. Elle s'accroupit, agrippant les chaînes de la balançoire. « Benjamin, est-ce que quelqu'un t'a regardé ?» Il ne répondit pas. « Benjamin. » Il la regarda. Et pour la première fois depuis des semaines, elle vit quelque chose dans ses yeux, mais il a peur. « Je ne peux pas le dire, » murmura-t-il. Il m'a dit de ne pas le faire. Le cœur d'Émilie battait la chamade. Elle agrippa ses épaules. « Qui te l'a dit ?» Mais Benjamin redevint silencieux, se ferma complètement.
Ils rentrèrent en silence. L'esprit d'Émilie s'emballait. Elle pensa à appeler quelqu'un, un thérapeute, les services de protection de l'enfance, n'importe qui. Mais que dirait-elle même? Que son fils entendait des voix, qu'elle avait trouvé une lettre qu'elle ne se souvenait pas d'avoir écrite. Il penserait qu'elle perdait la tête. Peut-être qu'elle la perdait. Ce soir-là, elle verrouilla à nouveau la porte de sa chambre. Elle vérifia les fenêtres. Elle s'assit au bord de son lit, fixant son téléphone. Elle tapa un message. Le supprima. Le tapa à nouveau. Finalement, elle l'envoya. « Il faut qu'on parle. C'est à propos de Benjamin. » Elle ne dit pas à qui. Elle envoyait le message. Elle n'avait pas besoin de le faire. La réponse arriva 2 minutes plus tard. « Ne t'en mêle pas. » Les mains d'Émilie tremblèrent. Elle éteignit son téléphone, tira les couvertures sur sa tête et pria pour que le matin arrive vite. Mais au fond d'elle, elle savait. Quelque chose de terrible était déjà en marche. La détective Nina Marlowe était au département depuis 18 ans. Elle avait vu des overdoses, de la violence domestique, des suicides mis en scène comme des accidents. Elle avait appris à faire confiance à son instinct avant de faire confiance à un rapport. Et là, son instinct criait. Elle se tenait dans la salle de bain des Weaver, fixant la scène. Le corps d'Émilie avait été retiré des heures auparavant, mais le sang restait, sombre, séché. Le rideau de douche pendait toujours à un angle bizarre, déchiré à moitié. « Ça n'a pas de sens », murmura-t-elle. L'agent Brennan se tenait dans l'embrasure de la porte. « Quoi donc ?» Marlowe pointa le sol. « Regarde le motif. Le sang s'est accumulé ici, sous sa tête. Mais il n'y a pas d'éclaboussure sur les murs. Pas de blessure défensive sur ses mains. Si elle avait glissé et s'était cogné la tête aussi fort, il y aurait des signes d'impact, des ecchymoses sur ses bras, des genoux écorchés, quelque chose. Peut-être qu'elle s'est évanouie d'abord? Alors pourquoi le rideau de douche est-il déchiré? Ça suggère qu'elle l'a attrapé en tombant. Mais si elle l'a attrapé, elle était consciente. Et si elle était consciente, elle aurait essayé de se rattraper. Brennan fronça les sourcils. « Alors, que dites-vous » Marlowe se tourna pour lui faire face. « Je dis que ce n'était pas un accident. » Elle sortit dans le couloir. Les techniciens de scène de crime relevaient les empreintes, prenaient des photos, mettaient des preuves en sac. Tout dans les règles. Mais Marlowe ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'il ratait quelque chose. Elle descendit au salon. La tasse de café était toujours sur la table. Froide. Un bol de céréales à moitié mangé était posé sur le comptoir de la cuisine. Une veste d'enfant pendait au dos d'une chaise. Normal, trop normal. Son téléphone vibra. C'était son capitaine. Marlowe. Où en sommes-nous sur ça? On traite encore la scène. J'ai besoin d'une déclaration ce soir. La presse tourne déjà autour. Marlowe serra la mâchoire. Ça fait 6 heures, capitaine. Je sais, mais c'est un enfant, Nina. Un garçon de 8 ans couvert du sang de sa mère. Les gens veulent des réponses. Alors dites-leur d'attendre. Je ne vais pas précipiter ça. Il y eut une pause. Le bureau du procureur fait pression. Garrett? Doyle veut que ça soit bouclé rapidement. Bien sûr, pensa Marlowe. Garrett Doyle, le procureur Golden Boy. Toujours affamé de la prochaine grande affaire. Du prochain gros titre. Dites à Doyle de reculer, dit-elle platement. C'est mon enquête. Juste, tiens-moi au courant. La ligne se coupa. Marlowe expira lentement. Elle détestait la politique, détestait la pression pour clore les affaires rapidement juste pour satisfaire le public. La justice ne fonctionnait pas avec une échéance. Elle se retourna et vit un des techniciens lui faire signe. Il était accroupi près de l'embrasure de la salle de bain. « Détective, vous allez vouloir voir ça. » Elle s'approcha. Il pointa le bois. Pas d'empreinte d'adulte sur la poignée de porte, juste celle du garçon. Le pouls de Marlowe s'accéléra. Et à l'intérieur de la salle de bain? Pareil, seulement de petites empreintes. Rien de la victime non plus, sauf sur le lavabo et les toilettes. « C'est impossible, » dit Brennan en s'approchant. « Si elle a verrouillé la porte de l'intérieur, ses empreintes devraient être sur la serrure. » Le technicien secoua la tête.
Elles n'y sont pas, ça a été essuyé. Marlowe sentit. Les pièces bougeaient dans son esprit. Quelqu'un a nettoyé la scène, sélectivement, soigneusement. Et les vêtements du garçon, demanda-t-elle, mis en sac et envoyés au labo. Mais il y a beaucoup de sang. Les motifs de transfert suggèrent qu'il l'a touchée après qu'elle était déjà à terre. Après, répéta Marlowe. Pas pendant. Le technicien hocha la tête. Elle regarda vers les escaliers. Benjamin était assis en bas quand il l'avait retrouvée. Calme, silencieux, couvert de sang. Mais s'il ne l'avait pas fait, qui l'avait fait? Plus tard cet après-midi-là, Marlowe était assise en face de la supérieure d'Emily à l'hôpital St. Michael. La femme s'appelait Karen Lee. Elle avait la cinquantaine, des yeux fatigués, les mains pliées proprement sur le bureau. « Je n'arrive toujours pas à y croire », dit doucement Karen. « Emily était l'une de nos meilleures. Depuis combien de temps travaillait-elle ici? Presque 6 ans. Elle n'a jamais manqué un quart, n'a jamais causé de problème. » Marlowe sortit son carnet. « Comment était-elle, personnellement ?» Karen hésita. Calme, professionnelle. Elle ne socialisait pas beaucoup avec les autres infirmières. Restait pour elle-même. Des problèmes? Des disputes? Des plaintes? Karen détourna le regard. Il y avait une chose. Marlowe se pencha en avant. Quoi? Il y a environ 4 mois, une autre infirmière, Jessica, a déposé une plainte. Elle a dit qu'Emily accédait à des dossiers de patients qui ne lui étaient pas assignés. Quel genre de dossier? Des cas psychiatriques, des victimes de traumatisme. C'était signalé par l'informatique. Mais Emily a prétendu que c'était une erreur. Elle a dit qu'elle avait cliqué sur le mauvais onglet. Et l'administration a laissé passer. Emily était trop précieuse pour être perdue. Marlowe prit une note. « Avez-vous les coordonnées de Jessica? Je vais vous les procurer. » Karen marqua une pause, puis ajouta doucement. « Il y a autre chose. Il y a quelques semaines, Emily a demandé un changement d'horaire. Elle voulait travailler les quarts de jour au lieu du soir. Elle a dit qu'elle devait être plus à la maison. A-t-elle dit pourquoi? Non, mais elle semblait effrayée. » Marlowe leva les yeux. « Effrayée de quoi ?» Karen secoua la tête. Elle ne l'a pas dit, mais je me souviens avoir pensé... Elle avait l'air de quelqu'un qui manquait de temps. Ce soir-là, Marlowe examina les dossiers médicaux d'Emily. Ils avaient été récupérés dans le cadre de l'enquête. Ce qu'elle trouva lui retourna l'estomac. 3 visites aux urgences au cours des 2 dernières années. Toutes pour des blessures. Mineures, un poignet foulé, une côte meurtrie, une coupure au-dessus du sourcil. Chaque fois, Emily prétendait que c'était un accident, une chute, un glissement dans la cuisine. Mais Marlowe savait mieux. Elle avait vu ce schéma auparavant. Quelqu'un faisait du mal à Emily Weaver, et elle le couvrait. Marlowe décrocha son téléphone et composa le bureau du procureur. Doyle répondit à la 2e sonnerie. « Détective, dites-moi que vous avez quelque chose. »« J'ai des questions, » dit Marlowe. « Beaucoup. Ce n'est pas ce dont j'ai besoin. Dommage, cette affaire n'est pas ce qu'elle semble être. Une mère morte. Un enfant couvert de sang. Ça me semble assez clair. Alors, vous ne regardez pas assez attentivement. » Le ton de Doyle se durcit. « Faites attention, Marlowe. Je ne suis pas l'ennemi ici. »« Non, » dit-elle. « Mais vous n'êtes pas non plus intéressé par la vérité. Vous voulez juste une condamnation. » Elle raccrocha avant qu'il ne puisse répondre. Marlowe s'adossa dans sa chaise, fixant le tableau de preuves qu'elle avait commencé sur le mur de son bureau. Photo de la scène. Chronologie. Note. Au centre se trouvait une photo de Benjamin. Visage. Vide. Sans émotion. « Qu'as-tu vu, petit ?» pensa-t-elle. « Que ne nous dis-tu pas? Et plus important encore, qui protèges-tu » 2 jours après le crime, Marlowe commença à fouiller dans le passé d'Emily. Ce qu'elle trouva ne correspondait pas à la mère calme et dévouée que tout le monde décrivait. Les relevés bancaires d'Emily racontaient une histoire différente. De gros dépôts, des paiements irréguliers, des virements vers des comptes offshore,
Rien de tout cela n'avait de sens pour le salaire d'une infirmière. Marlowe tira ensuite les relevés téléphoniques. Des dizaines d'appels vers des numéros inconnus, des textos tard le soir, des applications de messagerie cryptées. Emily cachait quelque chose. Marlowe retrouva un des ex-petits amis d'Emily. Il s'appelait Marcus Lang. Il accepta de se rencontrer dans un restaurant en périphérie de la ville. Marcus avait la quarantaine, mal rasé, nerveux. Il remuait son café mais ne le buvait pas. « Je n'ai pas pensé à Emily depuis des années, » dit-il. « Quand êtes-vous sortis ensemble ?»« Il y a environ 7 ans, avant la naissance de Benjamin. »« Comment était-elle » Marcus hésita. « Au début, douce, attentionnée, mais ensuite, les choses ont changé. »« Comment ?» Il regarda par la fenêtre. « Elle est devenue obsédée par le contrôle. Elle fouillait dans mon téléphone, débarquait à mon travail sans prévenir. Si je parlais à une autre femme, même une collègue, elle explosait. Est-ce que ça devenait physique? Non. Mais ce n'était pas nécessaire. » Il regarda finalement Marlowe. Emily savait comment détruire les gens sans lever le petit doigt. Elle trouvait votre point faible et appuyait jusqu'à ce que vous craquiez. Elle le faisait avec des mots, de la manipulation, de la culpabilité. Marlowe nota ça. « Pourquoi êtes-vous parti ?» Parce que j'ai réalisé qu'elle ne cherchait pas l'amour. Elle cherchait quelqu'un qu'elle pouvait contrôler complètement. Il marqua une pause. J'ai entendu dire qu'elle avait eu un enfant. J'ai eu pitié de lui. Pourquoi? Marcus croisa son regard. Parce qu'Emily ne savait pas comment laisser les gens être libres. Et les enfants ont besoin de liberté pour grandir. Marlowe parla ensuite aux collègues d'Emily. L'une d'elles, une infirmière nommée Jessica Tran, avait déposé la plainte des mois plus tôt. Jessica fut d'abord prudente. Elle ne voulait pas dire du mal des morts. Mais Marlowe insista. « Vous avez signalé Emily pour avoir accédé à des dossiers qu'elle n'aurait pas dû consulter, » dit Marlowe. « Que cherchait-elle » Jessica soupira. « Des patients avec des antécédents de traumatisme, des survivants d'abus, des gens qui avaient traversé l'enfer. Pourquoi voulait-elle ces dossiers? Je ne sais pas, mais ça me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression qu'elle les étudiait. Les étudiait pourquoi? Jessica secoua la tête. Je n'ai jamais compris, mais je l'ai vue prendre des notes une fois. Des notes personnelles, pas des dossiers médicaux. L'esprit de Marlowe s'emballa. Avez-vous toujours accès à ces dossiers? Techniquement, oui, mais je pourrais perdre ma licence. C'est une enquête pour homicide, dit fermement Marlowe. J'ai besoin de voir ce qu'elle regardait. Jessica hésita, puis hocha la tête. Tard ce soir-là, Marlowe était assise dans son bureau en examinant les dossiers qu'Emily avait consultés. Ils avaient tous un point commun. C'étaient des cas impliquant des traumatismes infantiles. Plus précisément, des enfants qui avaient été témoins ou victimes d'abus et qui avaient développé des symptômes dissociatifs. Le sang de Marlowe se glaça. Emily avait fait des recherches sur la façon dont le traumatisme affecte les enfants. Comment ils réagissent, comment ils se ferment, comment ils se protègent en oubliant ou en faisant semblant. Emily essayait-elle de comprendre son propre fils ou planifiait-elle quelque chose de plus sombre? Marlowe ouvrit un autre dossier. Un ancien échange de courriel entre Emily et un expéditeur inconnu. Les messages étaient vagues, mais inquiétants. Il empire. Je ne sais pas combien de temps encore je peux tenir. Tu as fait ton choix. Vis avec. Si tu t'approches encore de lui, je leur dirai tout. Tu ne le feras pas. Le dernier message datait de 2 jours avant la mort d'Emily. Ça se termine maintenant. Marlowe s'adossa, l'esprit tourbillonnant. Emily n'était pas seulement une victime. Elle faisait partie de quelque chose de beaucoup plus grand. Et quelqu'un voulait la faire taire. Benjamin Weaver était assis dans une petite pièce au centre de défense des droits de l'enfant du comté. Les murs étaient peints en bleu doux. Il y avait des jouets dans le coin. Un ours en peluche sur la chaise. C'était conçu pour se sentir en sécurité. Mais Benjamin ne regardait rien de tout cela. Le docteur Elias Rennes était assis en face de lui. C'était un psychologue légiste, fin cinquantaine,
avec des yeux bienveillants et une voix calme. Il avait interrogé des centaines d'enfants. Il savait lire le silence. Et le silence de Benjamin était assourdissant. « Salut, Benjamin, » dit doucement le docteur Rennes. « Je m'appelle Elias. Tu peux m'appeler comme ça si tu veux. Je suis là pour parler, pas pour te causer des ennuis, juste pour comprendre. D'accord ?» Benjamin ne répondit pas. Il fixait la table. « Puis-je te chercher quelque chose? De l'eau? Un encas? Rien. » Le docteur Rennes essaya une approche différente. « J'ai entendu dire que tu aimes dessiner, c'est vrai? » Finalement, les yeux de Benjamin tremblèrent, juste légèrement. Le docteur Rennes glissa une feuille de papier et des crayons de couleur sur la table. « Aimerais-tu dessiner quelque chose pour moi ?» Benjamin regarda le papier pendant un long moment. Puis, lentement, il prit un crayon noir. Il commença à dessiner. Le docteur Rennes observait attentivement. La main du garçon bougeait avec une précision troublante. Pas d'hésitation. Pas de doute. Quand il eut fini, le docteur Rennes se pencha en avant. Le dessin montrait une maison, une porte, et derrière la porte, une ombre. Grande, informe, menaçante. « C'est un excellent dessin, » dit doucement le docteur Rennes. « Peux-tu m'en parler ?» Benjamin fixait la page. « C'est l'homme. » « Quel homme ?»« L'homme qui parle à maman à travers le mur. » Le docteur Rennes garda un ton stable. « Cet homme a-t-il un nom ?» Benjamin secoua la tête. « L'as-tu déjà vu ?»« Seulement son ombre. »« Où l'as-tu vu ?» Benjamin pointa la porte dans le dessin. « Il se tient là, la nuit, quand maman pense que je dors. » Le docteur Rennes sentit un frisson. « Et que dit-il ?»« Je ne sais pas. Elle ferme la porte. Mais je peux l'entendre pleurer après. » Le docteur Rennes prit une note. « Benjamin, sais-tu ce qui est arrivé à ta maman ?» La main du garçon se crispa autour du crayon. Sa respiration s'accéléra. « Elle est tombée, » murmura-t-il. « Comment est-elle tombée ?»« Je ne sais pas, je n'étais pas là. »« Mais tu étais dans la maison. J'étais en bas. As-tu entendu quelque chose ?» Les yeux de Benjamin se remplirent de quelque chose, de la peur peut-être ou de la confusion. « Je l'ai entendu. » Crier, juste une fois, puis plus rien. « Qu'as-tu fait ?» Je suis monté. La porte était verrouillée. J'ai essayé de l'ouvrir, je l'ai appelée, mais elle n'a pas répondu. « Comment es-tu entré ?» Benjamin hésita. « La porte s'est ouverte toute seule. » Le docteur Rennes marqua une pause. « Toute seule ?» Je l'ai poussée. Et elle s'est ouverte. Était-elle verrouillée ou déverrouillée? Je ne sais pas. Le docteur Rennes se pencha légèrement. « Benjamin, quand tu as trouvé ta maman, qu'as-tu fait ?» La voix du garçon se brisa. « J'ai essayé de la réveiller, je l'ai secouée, j'ai eu du sang sur mes mains. » Sa lèvre trembla. « Je ne voulais pas, je voulais juste qu'elle se réveille. » Pour la première fois, l'émotion perça. Des larmes coulèrent sur son visage. Le docteur Rennes adoucit sa voix. « C'est bon, Benjamin. Tu n'as rien fait de mal. » Mais ensuite, Benjamin dit quelque chose qui glaça la pièce. « Si je te dis la vérité, il va me faire mal encore. » Le pouls du docteur Rennes s'accéléra. « Qui va te faire mal ?» Benjamin leva les yeux. Ses yeux étaient grands, désespérés. « Je ne peux pas le dire. Tu es en sécurité ici, Benjamin. Personne ne peut te faire de mal. Tu ne peux pas savoir ça. Je te promets. » « Il sait toujours, » murmura Benjamin. « Il découvre toujours. » Le docteur Rennes se recula, l'esprit emballé. Le garçon ne mentait pas. Il était terrifié. « Benjamin, » dit soigneusement le docteur Rennes, « est-ce que quelqu'un t'a dit de ne pas parler ?» Le garçon hocha la tête. « Qui ?» Les mains de Benjamin tremblèrent. Il reprit le crayon noir. Et sur le papier, à côté de l'ombre, il écrivit 2 mots. « L'homme ». Le docteur Rennes fixa la page. Ce n'était pas un enfant qui couvrait un crime. C'était un enfant piégé dans quelque chose de beaucoup plus sombre. Thomas Weaver entra au poste de police 2 jours après la mort d'Emily. Il était grand, milieu de la trentaine, rasé de près. Il portait une chemise repassée et se tenait avec une confiance tranquille.
Il serra fermement les mains, établit un contact visuel, parla avec un calme mesuré. « Je suis venu dès que j'ai su, dit-il. Je veux voir mon fils. » Marlowe le rencontra dans le hall. Elle l'étudia attentivement. Quelque chose dans son calme semblait répéter. « Monsieur Weaver, » dit-elle. « Je suis la détective Marlowe. Je dirige l'enquête. Merci pour votre travail, détective. Cela a été inimaginable. Quand avez-vous vu Benjamin pour la dernière fois ?» Thomas hésita, juste une fraction de seconde. « Il y a environ 8 mois. Émilie et moi, nous n'étions plus ensemble. Pourquoi pas? Nous avions des différences. J'ai pensé qu'il valait mieux lui laisser de l'espace. De l'espace avec votre propre fils? » Sa mâchoire se crispa. Je voulais être impliqué. Mais Émilie rendait les choses difficiles. Elle avait la garde complète. Je respectais ça. Marlowe n'y croyait pas. Où avez-vous vécu? Dans l'Indiana. J'ai travaillé dans la construction. Là-bas, quand j'ai appris pour Émilie, j'ai conduit directement ici. C'est 10 heures de route. J'aurais pris l'avion si j'avais pu, mais je devais être ici, pour Benjamin. Marlowe croisa les bras. Vous n'avez pas vu votre fils pendant 8 mois. Et maintenant, vous débarquez au moment où sa mère meurt. Timing pratique. L'expression de Thomas se durcit. J'aimais Émilie. Et j'aime mon fils. Je ne suis pas l'ennemi ici, détective. Alors aidez-moi à comprendre. Pourquoi Émilie avait-elle la garde complète? Il détourna le regard. Il y a eu un incident, un malentendu. Émilie a prétendu que j'étais instable. Elle a déposé une ordonnance restrictive. Elle a finalement été rejetée, mais le mal était fait. Quel genre d'incident? J'ai perdu mon calme une fois. Je ne l'ai jamais touché. Mais elle l'a utilisé contre moi. M'a fait passer pour un monstre. Marlowe prit une note. Avez-vous eu des contacts avec Émilie après l'ordonnance restrictive? Non, elle m'a complètement coupé. Pas d'appel? Pas de texto? Rien. Marlowe se pencha en avant. Alors comment saviez-vous qu'elle était morte? Ce n'était pas encore dans les nouvelles quand... Vous avez quitté l'Indiana. Thomas cligna des yeux. Un ami me l'a dit. Quelqu'un qui vit encore ici. J'aurais besoin du nom de cet ami. Bien sûr. Mais Marlowe savait qu'il mentait. Elle pouvait le voir dans la façon dont ses mains se contractaient, la façon dont sa respiration changeait. Plus tard ce jour-là, Marlowe récupéra les dossiers de Thomas. Ce qu'elle trouva lui retourna l'estomac. 3 arrestations. 2 pour troubles domestiques, 1 pour agression. Toutes les charges abandonnées ou rejetées. Émilie avait déposé l'ordonnance restrictive il y a 6 ans, juste après la naissance de Benjamin. Le rapport décrivait une dispute qui avait dégénéré. Thomas avait poussé Émilie contre un mur, menacé de prendre le bébé. Mais l'ordonnance restrictive avait été levée 1 an plus tard. Émilie prétendait que c'était une erreur, que Thomas avait changé. Marlowe n'y croyait pas une seconde. Elle creusa plus profond. Les dossiers d'emploi de Thomas étaient irréguliers. Il avait travaillé dans la construction, mais il déménageait constamment. Indiana, Ohio, Kentucky, ne restant jamais longtemps au même endroit. Et ses relevés bancaires montraient quelque chose d'étrange. De gros dépôts en espèces. Aucune source claire. Il cachait quelque chose. Ce soir-là, Marlowe observa à travers un miroir sans teint, alors que Thomas rencontrait Benjamin pour la première fois depuis des mois. Le garçon était assis raidement sur sa chaise, ses mains pliées sur ses genoux. Thomas entra dans la pièce avec un sourire doux. « Salut, mon garçon. » Benjamin ne leva pas les yeux. Thomas s'assit lentement. « Je sais que c'est difficile. Je sais que tu as peur. Mais je suis là maintenant. Je vais prendre soin de toi. Toujours rien. Benjamin, regarde-moi. » La tête du garçon se leva, mais il n'y avait pas de chaleur dans ses yeux, seulement de la peur. Thomas tendit la main pour toucher son épaule. Benjamin tressaillit. Thomas retira rapidement sa main. « C'est bon, je ne vais pas te faire de mal. » La mâchoire de Marlowe se crispa. Elle avait déjà vu cette réaction. Ce n'était pas du chagrin, ce n'était pas de la confusion.
C'était de la terreur. Thomas se pencha plus près. Sa voix baissa jusqu'à un murmure, trop bas pour que le microphone capte clairement. Mais Marlowe vit le visage de Benjamin changer. La couleur se retira. Sa respiration s'accéléra. Et puis, presque imperceptiblement, le garçon hocha la tête. Thomas se leva. « Je te verrai bientôt, Benjamin. Je te promets. » Il quitta la pièce. Marlowe sortit dans le couloir et l'intercepta. « Qu'est-ce que vous venez de lui dire ?» Thomas parut surpris. « Je lui ai dit que je le protégerais. Ce n'est pas ce que ça ressemblait. Je ne sais pas ce que vous pensez avoir vu, détective, mais je suis son père. J'ai tout à fait le droit de parler à mon fils. Pas si vous l'intimidez. » L'expression de Thomas s'assombrit. « Faites très attention, détective, je ne suis pas celui que vous devriez enquêter. » Il s'éloigna. Marlowe resta là, son pouls battant. Elle retourna dans la salle d'observation. Benjamin était toujours assis sur la chaise, fixant le vide. Elle ouvrit la porte et entra. « Benjamin, » dit-elle doucement, « qu'est-ce que ton père t'a dit ?» La voix du garçon était à peine un murmure. « Il a dit de me souvenir. » « Me souvenir de quoi ?» Benjamin la regarda. Des larmes coulèrent sur son visage. Qu'il tient toujours ses promesses. 3 jours après le début de l'enquête, une percée arriva. Ou du moins, c'est ce que le capitaine Hayes l'appela. Marlowe était assise dans la salle de briefing, les bras croisés, alors qu'un agent en uniforme présentait la nouvelle piste. « Nous avons vérifié les antécédents de tous ceux qui sont liés à la propriété, » dit l'agent. Il s'avère qu'il y avait un locataire qui vivait au sous-sol il y a 6 mois, un type nommé Kyle Brenner. Il a un casier. Les yeux de Marlowe se plissèrent. Quel genre de casier? Agression, effraction, violation de probation. Il a été expulsé par Emily Weaver après avoir pris du retard sur le loyer. Il y a eu une dispute. Les voisins ont signalé des cris. Le capitaine Hayes se pencha en avant. Savons-nous où il se trouve maintenant? Dernière adresse connue est un motel sur la route 9. Nous pouvons l'arrêter aujourd'hui. Marlowe se sentit mal à l'aise. Pourquoi n'entendons-nous parler de ça que maintenant? L'agent hésita. Le contrat de location était sous la table. Pas de bail formel. Nous ne l'avons trouvé qu'après avoir fouillé les dossiers personnels d'Emily. Et l'empreinte digitale? Nous avons relevé une partielle sur la rampe d'escalier. Elle correspond aux empreintes de Brenner dans nos fichiers. Hayes regarda. « Marlowe, qu'en pensez-vous » Elle ne répondit pas tout de suite. Quelque chose ne collait pas. Trop facile. Trop propre. « Je pense que nous devons d'abord lui parler, » dit-elle prudemment, avant de faire des suppositions. « Nous ne supposons pas, » dit Hay, « nous suivons les preuves. » Des preuves qui viennent d'apparaître 3 jours plus tard, après que nous ayons fouillé cette maison de fond en comble. Hayes serra la mâchoire. « Avez-vous une meilleure piste ?» Marlowe se mordit la langue. Elle n'en avait pas. Pas encore. « Amenez-le, » ordonna Hayes. « Voyons ce qu'il a à dire. » Kyle Brenner fut amené cet après-midi-là. Il avait la fin de la vingtaine, mince, nerveux. Il ressemblait à quelqu'un qui fuyait depuis longtemps. Marlowe était assise en face de lui dans la salle d'interrogatoire. Elle garda un ton neutre. « Kyle, savez-vous pourquoi vous êtes ici ?» « Aucune idée. » Sa jambe rebondissait sous la table. « Quand avez-vous été pour la dernière fois au 428 Maple Drive ?» Son visage pâlit. « Je n'habite plus là-bas. » « Je n'ai pas demandé si vous y habitiez. J'ai demandé quand vous y étiez pour la dernière fois. Je ne sais pas, peut-être il y a 6 mois, quand j'ai été expulsé. Vous et Emily avez eu une dispute. Ouais, elle voulait que je parte. Elle disait que j'étais en retard sur le loyer. Ce n'était pas juste, mais peu importe. Je suis parti. L'avez-vous menacé? Quoi? Non. J'étais énervé, mais je n'ai menacé personne. Marlowe fit glisser une photo sur la table. C'est une empreinte digitale que nous avons trouvée sur la scène. Elle correspond à la vôtre. Kyle la fixa. Ses mains commencèrent à trembler. Je ne comprends pas. Je ne suis pas allé dans cette maison depuis des mois. Alors,
Comment votre empreinte s'est-elle retrouvée sur la rampe? Je ne sais pas. Peut-être que c'était d'avant. J'utilisais ces escaliers tout le temps quand j'habitais là. Les empreintes digitales ne durent pas 6 mois, Kyle. Alors quelqu'un me piège. Sa voix se brisa. Je n'ai rien. Je n'ai... fait. Marlowe l'étudia. Sa panique semblait sincère. Mais la panique ne signifiait pas l'innocence. Où étiez-vous mardi dernier matin? Au motel. Je dormais. Quelqu'un peut-il confirmer ça? Il hésita. Non, j'étais seul. Marlowe se recula. Ce n'est pas bon pour vous, Kyle. Je dis la vérité. Elle laissa le silence s'installer. Puis elle demanda doucement. Saviez-vous qu'Emily avait un fils? L'expression de Kyle changea. Ouais, je l'ai vu quelquefois. Gamin silencieux. Un peu flippant, honnêtement. Flippant comment? Juste la façon dont il regardait. Comme s'il vous observait, analysait. Avez-vous déjà interagi avec lui? Pas vraiment. Emily le tenait à l'écart de moi. Pourquoi? Kyle haussa les épaules. Je ne sais pas. Peut-être qu'elle ne me faisait pas confiance. Ou peut-être qu'elle ne lui faisait pas confiance. Les instincts de Marlowe s'enflammèrent. Qu'est-ce que ça veut dire? Je les ai entendus se disputer une fois. Emily et le gamin. Elle lui criait dessus à propos de quelque chose qu'il avait fait. Il ne répondait rien. Restait juste là. Ça m'a fait flipper. De quoi parlait la dispute? Je ne pouvais pas entendre les détails. Mais elle a dit quelque chose comme « Tu ne peux pas continuer à faire ça ». Peu importe ce que ça voulait dire. Marlowe prit une note. Kyle se pencha en avant, désespéré. « Écoutez, je ne l'ai pas tué. Je le jure. Je n'avais aucune raison de le faire. Vous avez été expulsé. Vous étiez en colère. Assez en colère pour passer à autre chose. Pas assez en colère pour tuer quelqu'un. » Marlowe se leva. « Ne quittez pas la ville, Kyle. » Elle sortit. De retour dans son bureau, Marlowe examina à nouveau le rapport d'empreinte digitale. Quelque chose la rongeait. Elle appela le technicien forensique qui avait traité la scène. « Parlez-moi de cette empreinte sur la rampe, » dit-elle. « Quoi à ce sujet? Quand a-t-elle été enregistrée? » Il y eut une pause. « Jour 3 du traitement. Pourquoi n'a-t-elle pas été trouvée le jour 1? Nous avons priorisé la salle de bain et la chambre d'abord. La cage d'escalier était secondaire. Et elle correspondait juste par hasard à un type avec un casier qui avait un grief? » Le technicien hésita. « Détective, êtes-vous en train de suggérer? Je ne suggère rien, je pose des questions. » Elle raccrocha. Marlowe ouvrit le dossier et croisa la chronologie. L'empreinte avait été découverte le même jour où le capitaine Hayes avait rencontré le bureau du procureur. Le même jour où Gareth Doyle avait commencé à faire pression pour une arrestation. Elle ouvrit le tiroir de son bureau et sortit une clé USB. Dessus se trouvaient des copies de toutes les photos originales de la scène de crime. Elle les parcourut attentivement. Puis elle la trouva. Une photo de la rampe d'escalier. Prise le jour 1. Propre. Pas d'empreinte visible. Son sang se glaça. Quelqu'un avait planté cette empreinte digitale, et quelqu'un voulait que Kyle Brenner soit le bouc émissaire. Marlowe ne put dormir cette nuit-là. Elle était assise à sa table de cuisine, des dossiers étalés devant elle, une tasse de café froid à son coude. Les pièces ne s'emboîtaient pas, et plus elle regardait, plus elle réalisait que l'affaire ne concernait pas ce qui s'était passé dans cette salle de bain. C'était à propos de ce qui s'était passé bien avant. Elle ouvrit les dossiers d'enfance d'Emily. Il avait fallu 3 jours et 2 ordonnances judiciaires pour les faire déceler. Ce qu'elle lut, lui, serra la poitrine. Emily Hartman, son nom de jeune fille, avait grandi dans des familles d'accueil. Sa mère était morte d'une overdose quand elle avait 4 ans. Son père n'avait jamais été dans le tableau. Elle rebondit entre les foyers jusqu'à ce qu'elle sorte du système à 18 ans. Mais un dossier se démarquait. Quand Emily avait 12 ans, elle fut placée avec une famille dans l'Ohio. Les Carter, ça dura 8 mois. Puis elle fut retirée. Le rapport était vague. Environnement dangereux. Détresse émotionnelle. Préoccupation comportementale. Marlowe trouva une note de « suivi d'un travailleur social ».
L'enfant présente des signes de traumatisme, refuse de parler du placement, recommandations, thérapie et surveillance étroite. Émilie n'a jamais reçu la thérapie. Elle déménagea dans un autre foyer, puis un autre. À 16 ans, elle avait appris à rester silencieuse, à survivre en ne faisant pas de vagues. Et elle porta ce silence à l'âge adulte. Marlowe fouilla ensuite dans le passé de Thomas Weaver. Son enfance était plus sombre. Thomas grandit dans le Kentucky rural. Son père était mécanicien, un buveur. Les dossiers hospitaliers montraient plusieurs visites de Thomas enfant. Bras cassés, lèvres fendues, côte meurtrie. Chaque fois, l'explication était la même. Accident. Quand Thomas avait 14 ans, son père mourut dans une bagarre de bar. Sa mère se remaria 1 an plus tard. Le beau-père était pire. À 16 ans, Thomas s'enfuit. Vécut dans la rue pendant 2 ans. Se battait. Volait pour survivre. Finalement, il rejoignit une équipe de travail et se fraya un chemin dans la construction. Mais la violence ne le quitta jamais. Marlowe trouva des rapports de police de la vingtaine. Bagarres de bar. Troubles domestiques avec des ex-petites amies. Ordonnances restrictives déposées et abandonnées. Il savait comment intimider, comment contrôler, comment faire peur aux gens de parler. Et puis il rencontra Émilie. Marlowe trouva leur connexion enterrée dans un vieux rapport de police. Il y a 7 ans, Émilie avait appelé le 911. Elle était dans une station-service, pleurant, affirmant qu'un homme l'avait suivie depuis le travail. L'agent qui répondit trouva Thomas dans le parking. Il prétendait qu'il essayait juste de lui parler. Émilie ne porta pas plainte. 2 mois plus tard, ils sortaient ensemble. Marlowe parcourut les messages, textes récupérés d'une sauvegarde de téléphone ancien. Au début, Thomas était charmant, attentionné. Il disait à Émilie qu'elle était belle, lui disait qu'elle méritait mieux. Mais le ton changea. « Pourquoi n'as-tu pas répondu ? J'ai appelé 6 fois. Avec qui étais-tu ? Tu n'as pas besoin de travailler tard. Je vais prendre soin de toi. Et puis, plus tard, si tu me quittes, tu le regretteras. » Émilie essaya de rompre plusieurs fois, mais Thomas trouvait toujours un moyen de revenir. Des excuses, des promesses, des cadeaux. Et puis, Émilie tomba enceinte. Les messages s'arrêtèrent après ça. Pendant 2 ans, il y eut le silence. Puis vint l'ordonnance restrictive. Mais même ça ne dura pas. Marlowe trouva un journal enterré dans les affaires d'Émilie. Il avait été manqué lors du balayage initial. L'écriture était tremblante, désespérée, une entrée datée de 4 mois d'avant sa mort disait « Il est de retour. Je ne sais pas comment il nous a trouvés. Je pensais que nous étions en sécurité. Mais il trouve toujours un moyen. Je ne peux pas continuer à fuir. » Benjamin commence à remarquer. Il demande pourquoi je verrouille les portes, pourquoi je vérifie les fenêtres. Je ne sais pas quoi lui dire. Une autre entrée, 2 semaines plus tard. Thomas dit qu'il veut juste voir Benjamin. Mais je sais mieux. Il ne veut pas être père. Il veut du contrôle. Il veut que je me souvienne de ce dont il est capable. Et il utilise Benjamin pour le faire. La calmie. Dernière entrée était datée de 3 jours avant la mort d'Émilie. J'ai trouvé quelque chose. Une preuve. Si je la donne aux bonnes personnes, il disparaîtra pour toujours. Mais s'il découvre, je ne sais pas ce qu'il fera. Je dois protéger Benjamin, même si ça me coûte tout. Marlowe ferma le journal, ses mains tremblantes. Émilie avait prévu d'exposer Thomas, et Thomas le savait. Le lendemain matin, Marlowe demanda une réunion avec le docteur Wren. « J'ai besoin de comprendre quelque chose, » dit-elle. « Si un enfant grandit dans un environnement où la violence est normalisée, où la peur est constante, qu'est-ce que ça lui fait ?» Le docteur Wren se recula dans sa chaise. Ça recable leur cerveau. Ils apprennent que le monde est dangereux, que les adultes ne peuvent pas être dignes de confiance. Ils développent une hypervigilance, une dissociation. Parfois, ils arrêtent complètement de ressentir. Un enfant comme ça pourrait-il être manipulé pour protéger un agresseur ? Absolument, surtout si l'agresseur est un parent. Les enfants sont programmés pour chercher l'approbation de leurs soignants, même quand ces soignants sont nuisibles.
Et si l'enfant était témoin de quelque chose de traumatisant, pourrait-il le bloquer? Oui, c'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. L'esprit se protège en enterrant les souvenirs qui sont trop douloureux à traiter. Marlowe hésita. Quelqu'un pourrait-il exploiter ça? Utiliser le traumatisme d'un enfant pour couvrir ses propres crimes? L'expression du docteur Wren s'assombrit. C'est plus courant qu'on ne le pense. Marlowe se leva. Elle sentait le poids maintenant. L'image complète. Benjamin n'était pas un tueur. Il était une victime. Et Thomas Weaver avait passé des années à s'assurer que personne ne le croirait. Gareth Doyle se tenait devant la presse, microphone à la main, caméra flashant. Il portait un costume bleu marine. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés. Son expression était grave mais confiante. Aujourd'hui, nous allons de l'avant avec des accusations formelles dans la mort d'Emily Weaver, annonça-t-il. Après une enquête approfondie, nous croyons qu'il y a suffisamment de preuves pour procéder. Un journaliste cria de la foule. « Accusez-vous l'enfant » Doyle marqua une pause pour les faits. Benjamin Weaver sera accusé en tant qu'adulte. Ce n'est pas une décision que nous avons prise à la légère. Mais les preuves sont claires. La justice doit être rendue, quel que soit l'âge. Marlowe regardait la conférence de presse depuis son bureau. Sa mâchoire serrée si fort qu'elle faisait mal. Le capitaine Hayes se tenait derrière elle. « Il ne t'a pas consulté ?»« Non, » dit platement Marlowe. « Il ne l'a pas fait. Il fait du spectacle. Il détruit un enfant. » Hayes soupira. « Nina, je sais que tu as des doutes, mais Doyle a l'autorité d'avancer, et le public veut des réponses. » Marlowe se retourna. « Le public veut un monstre. Il ne se soucie pas de la vérité. Alors donne-leur la vérité. Trouve quelque chose de solide. » J'essaie. Mais chaque fois que je m'approche, quelqu'un déplace les pièces. L'expression de Hayes se durcit. « Fais attention à ce que tu insinues. » Je n'insinue rien, je le dis carrément. Cette affaire est manipulée. Par qui? Marlowe ne répondit pas. Elle ne pouvait pas. Pas encore. Cet après-midi-là, Mara Kessler fit irruption dans le bureau de Marlowe. Mara était une défenseure publique dans la quarantaine, à la langue acérée et implacable. Elle avait été assignée à l'affaire de Benjamin le jour où les accusations furent déposées. « Dis-moi que tu as quelque chose », dit Mara, claquant un dossier sur le bureau. « Parce qu'en ce moment, ils vont crucifier ce gamin. » Marlowe leva les yeux. « J'ai des soupçons. Pas de preuves. Les soupçons ne le sauveront pas. Doyle. Avance vite. L'inculpation est dans 2 jours. Si je n'ai pas quelque chose avec quoi travailler, Benjamin va être jugé en tant qu'adulte pour meurtre. Il ne l'a pas fait. Je sais ça. Tu sais ça. Mais le système s'en fiche. Ils ont un enfant de 8 ans couvert de sang et une mère morte. C'est tout ce que le jury verra. Marlowe se recula. De quoi as-tu besoin de moi? Tout. Incohérence. Trou dans la chronologie. Témoins qui ne sont pas dans le rapport. Tout ce qui crée un doute raisonnable. Marlowe sortit ses dossiers personnels. Ceux qu'elle n'avait pas soumis. Officiellement, il y a une empreinte digitale plantée, un enregistrement manquant de la caméra de sécurité, et un père avec un historique de violence qui est apparu pratiquement juste après le meurtre. Les yeux de Mara s'élargirent. Pourquoi ce n'est pas dans le dossier officiel? Parce que quelqu'un ne veut pas que ça le soit. Qui? Marlowe hésita. Je ne sais pas encore, mais je vais le découvrir. Mara saisit les dossiers. J'utiliserai ce que je peux, mais Nina, si tu as raison, et que quelqu'un couvre ça, tu te mets en danger. Je m'en fiche. Tu devrais. Devant le tribunal, des manifestants se rassemblèrent. D'un côté, des pancartes disaient « Justice pour Emily ». Pas de pitié pour les tueurs. De l'autre, c'est juste un enfant. Innocent jusqu'à preuve du contraire. La division était aiguë, amère. Les caméras capturaient chaque visage. En colère, chaque slogan crié. À l'intérieur, Benjamin était assis dans une petite salle de détention. Il portait une combinaison surdimensionnée. Ses poignets étaient menottés, bien que les menottes soient trop grandes et continuaient de glisser. Mara était assise à côté de lui. « Benjamin,
Comprends-tu ce qui se passe? Il hocha lentement la tête. Tu vas voir un juge, il va lire les accusations contre toi. Tu n'as rien à dire. Je vais parler. D'accord? D'accord. Y a-t-il quelque chose que tu veux me dire? N'importe quoi? Benjamin fixa ses mains. Mon père sera-t-il là? La poitrine de Mara se serra. Je ne sais pas. Veux-tu qu'il soit là? La voix de Benjamin était à peine un murmure. Non. Pourquoi pas? Il ne répondit pas. Benjamin, si tu as peur de ton père, tu dois me le dire. Je peux te protéger. Il la regarda, ses yeux creux. Tu ne peux pas me protéger de lui. Personne ne peut. Avant que Mara ne puisse répondre, un garde frappa à la porte. C'est l'heure. La salle d'audience était bondée. Thomas Weaver était assis au premier rang, vêtu d'un costume sombre, les mains jointes. Il ressemblait à un père en deuil. Posé. Sympathique. Marlowe était assise au fond, le regardant. Quand Benjamin fut amené, Thomas changea d'expression. Juste un instant. Marlowe le vit. Un éclair de quelque chose de froid. Calculateur. Benjamin le vit aussi. Les pas du garçon faiblirent. Sa respiration s'accéléra. Mara posa une main sur son épaule. C'est bon. Regarde-moi juste. Le juge entra. La salle tomba silencieuse. Gareth Doyle se leva et lut les accusations. Meurtre au 2e degré, falsification de preuves, obstruction de la justice. Mara objecta immédiatement. Votre honneur, mon client a 8 ans. Le juger comme un adulte est inadmissible. Il devrait être évalué, pas poursuivi. Doyle répliqua. L'âge n'exempte pas la responsabilité. Les preuves montrent une préméditation. Ce n'était pas un accident. Il n'y a aucune preuve de préméditation. La voix de Mara monta. Ce que vous avez est un enfant, traumatisé trouvé sur une scène de crime. Ce n'est pas la même chose que la culpabilité. Le juge leva une main. Ça suffit. J'entendrai les arguments lors de l'audience préliminaire. Jusque-là, le défendeur restera en détention. Le visage de Mara pâlit. Votre honneur, c'est un enfant. Il devrait être dans une installation pour jeunes. Pas. Ma décision est finale. Le marteau frappa. Benjamin fut emmené. Marlowe regarda Thomas se lever et se diriger vers la sortie. Elle le suivit dans le couloir. Monsieur Weaver. Il se retourna, son expression neutre. Détective. Vous avez obtenu ce que vous vouliez. Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Votre fils est en détention. Vous avez à nouveau le contrôle. La mâchoire de Thomas se crispa. J'essaie de le protéger. De qui? De vous. Ses yeux s'assombrirent. Faites attention, détective. Vous faites des accusations que vous ne pouvez pas prouver. Pas encore. Il se pencha légèrement, sa voix baissant. Vous n'avez aucune idée de ce avec quoi vous avez affaire. Alors éclairez-moi. Thomas sourit. Ça n'atteignit pas ses yeux. Vous comprendrez, finalement. Il s'éloigna. Marlowe resta là, son pouls battant. Elle sortit son téléphone et envoya un texto à Mara. Il faut qu'on parle. Ce soir, j'ai trouvé quelque chose. Marlowe rencontra Mara dans un restaurant en dehors de la ville. Tard, calme, loin des oreilles indiscrètes. Mara se glissa dans le box, épuisée. Ça a intérêt à être bon. Je suis debout depuis 30 heures. Marlowe poussa un dossier sur la table. Ça l'est. À l'intérieur se trouvait un rapport, daté de 9 mois plus tôt, de l'école primaire de Benjamin. Mara le parcourut rapidement. Ses yeux s'élargirent. Qu'est-ce que c'est? Un renvoi du conseiller scolaire. Benjamin le voyait 2 fois par semaine pour des préoccupations comportementales. Quel genre de préoccupations? Marlowe se pencha en avant. Des dessins, perturbants, des figures sans visage, des ombres sombres. Il décrivait entendre des voix à la maison. Il disait qu'il y avait un homme qui venait la nuit et parlait à sa mère. Mara feuilleta les pages. Le conseiller a-t-il signalé ça? Il a essayé. Il a contacté les services de protection de l'enfance, a déposé un rapport recommandant une enquête. Et il a été clos en 1 semaine. Marqué comme non fondé.
Le visage de Mara se durcit. Pourquoi? Parce que quelqu'un est intervenu. Quelqu'un avec de l'influence. Marlowe sortit un autre document. Thomas Weaver a déposé une plainte formelle contre le conseiller. L'a accusé de dépasser les bornes, de harceler la famille, de faire de fausses allégations. Ça a fonctionné. Le conseiller a été réaffecté à une autre école. Le rapport a été enterré. Et personne n'a jamais suivi avec Benjamin. Mara s'adossa, ses mains tremblantes. Alors Thomas l'a fait taire. Exactement. Et maintenant, ce conseiller est prêt à témoigner. Je l'ai retrouvé hier, il s'appelle David Brennan. Il a gardé des copies de tout, notes, dessins, enregistrements de ses sessions avec Benjamin. Enregistrements? Audio seulement. Mais ils sont clairs. Benjamin décrit avoir peur à la maison. Il parle autour de son père, des pleurs de sa mère, de vouloir disparaître. La voix de Mara se brisa. Ça change tout. Ça devrait, mais Doyle ne l'utilisera pas. Il a déjà construit son récit. Un conseiller qui se présente maintenant le fait paraître incompétent. Alors nous passons au-dessus de sa tête. À qui? Le juge? La presse? Ils sont tous investis dans cette histoire. L'enfant dangereux, la mère tragique, savant. Alors que faisons-nous? Nous construisons une défense autour de la vérité. Montrer que Benjamin était une victime bien avant la mort de sa mère. Montrer que Thomas l'a manipulé, terrorisé, et l'a utilisé comme bouc émissaire. Mara hocha la tête. J'aurais besoin que Brennan témoigne, et j'aurais besoin que ces enregistrements soient authentifiés. Déjà fait. Je les ai envoyés à un analyste forensique indépendant. Ils sont légitimes. Bien. Mara se leva. Je dépose une requête dès demain matin. Requête pour rejeter basée sur de nouvelles preuves. Doyle va se battre. Qu'il le fasse. Je ne recule pas. Le lendemain matin, David Brennan était assis dans le bureau de Marlowe. Il avait le début de la cinquantaine, cheveux grisonnants, mains nerveuses. Il était conseiller scolaire depuis 20 ans. Cette affaire le hantait. J'aurais dû en faire plus, dit-il doucement. Je savais que quelque chose n'allait pas. Je pouvais le voir dans les yeux de Benjamin. Vous avez fait ce que vous pouviez, dit Marlowe. Vous avez déposé le rapport. Et ça n'a mené nulle part. On m'a dit de laisser tomber, que j'exagérais. Mais je n'exagérais pas. Il la regarda. Ce garçon était terrifié, et personne n'a écouté. Que vous a-t-il dit? Brennan sortit un carnet usé. Il parlait de cauchemars, d'entendre sa mère crier, de se cacher dans son placard parce qu'il avait peur que quelqu'un le trouve. A-t-il dit qui? Pas directement. Mais il dessinait la même figure encore et encore, grande, sombre, menaçante. Il l'appelait l'homme d'ombre. Marlowe se pencha en avant. A-t-il déjà dit que l'homme d'ombre était son père? Brennan hésita. Pas avec ces mots, mais une fois il a dit quelque chose qui m'est resté. Quoi? Il a dit « L'homme d'ombre a la voix de papa. Mais maman dit que papa est parti, donc ça ne peut pas être lui. » Le sang de Marlowe se glaça. Émilie lui mentait. Ou essayait de le protéger. Peut-être qu'elle pensait que si Benjamin croyait que son père était parti, il se sentirait plus en sécurité. Mais Thomas n'est jamais parti. Il regardait toujours. Brennan hocha la tête. Je crois que Thomas entrait et sortait de cette maison bien avant la mort d'Émilie. Et Benjamin le savait, mais il avait trop peur de le dire. Marlowe prit une note. Seriez-vous prêt à témoigner? Oui, absolument. Même si ça signifie vous mettre sous les projecteurs, les médias vont vous déchirer. Ils vous traiteront de menteur, d'échec. La voix de Brennan, fut ferme. Je m'en fiche. Ce garçon mérite quelqu'un dans son coin. Et si ça doit être moi, alors qu'il en soit ainsi. Cet après-midi-là, Mara déposa la requête. En 1 heure, Gareth Doyle l'appela directement. « Qu'est-ce que tu fais, Kessler ?»« Mon travail, défendre mon client. En déterrant un rapport de CPS rejeté? C'est désespéré. C'est pertinent, et tu le sais. C'est du oui-dire.
Un conseiller avec un grief, faisant des suppositions basées sur des dessins. C'est le témoignage d'un professionnel agréé qui a essayé de protéger un enfant. Et tu l'as enterré. Le ton de Doyle se durcit. Je n'ai rien enterré. Ce rapport a été enquêté et clos. Parce que Thomas Weaver s'en est assuré. Tu spécules. Alors laisse-moi le présenter au tribunal. Laisse le juge décider. Il y eut une longue pause. Tu joues à un jeu dangereux, Mara. Drôle, Thomas a dit la même chose à Marlowe. La voix de Doyle devint glaciale. Fais très attention à qui tu accuses. Il raccrocha. Mara s'adossa, son cœur battant. Elle envoya un texto à Marlowe. Il est ébranlé. Nous tenons quelque chose. La réponse de Marlowe arriva quelques secondes plus tard. Bien. Continue de pousser. Cette nuit-là, Benjamin resta éveillé dans sa cellule. Il fixait le plafond, écoutant les sons autour de lui. Des voix dans d'autres cellules. Des pas, des portes qui claquent. Il pensa à sa mère, à la façon dont elle lui brossait les cheveux avant de se coucher, à la façon dont elle fredonnait doucement quand elle pensait qu'il dormait. Il pensa à son père, à la façon dont la voix de Thomas changeait quand il était en colère, à la façon dont son ombre avait l'air quand elle remplissait l'embrasure de la porte la nuit. Et il pensa à la vérité, la seule chose qu'il avait eu trop peur de dire. Il la murmura dans l'obscurité. « Je sais ce qui s'est passé, j'ai vu. » Mais personne n'était là pour entendre. Marlowe ne pouvait pas laisser tomber. Elle était assise seule dans la salle d'épreuve, entourée de boîtes, dossiers, photos, enregistrements. Tout semblait proche, mais rien ne se connectait. Puis elle le trouva. Un journal de caméra de sécurité de la maison du voisin. Négligé, jamais demandé. Elle appela la voisine, Madame Callahan, et se rendit immédiatement sur place. « Je ne pensais pas que c'était important », dit Madame Callahan en lui tendant une petite carte SD. « La caméra ne filme que mon allée, mais elle capte aussi le côté de la maison d'Emily. » Marlowe chargea les images sur son ordinateur portable. Elle fit défiler jusqu'à la nuit précédant la mort d'Emily. À 23h47, une silhouette apparut, grande, masculine, marchant vers la porte arrière d'Emily. L'angle était mauvais, mais la carrure était indéniable. Thomas Weaver. Les mains de Marlowe tremblèrent. Il avait dit qu'il n'était pas en ville, mais le voilà, à la maison, heure avant la mort d'Emily. Elle continua à regarder. À 0003, la lumière de la cuisine d'Emily s'alluma. Des ombres bougeaient derrière le rideau. 2 silhouettes, se disputant. Le son était silencieux, mais le langage corporel racontait l'histoire. Emily reculant, Thomas avançant, ses mains levées défensivement. À 0022, la lumière s'éteignit. À 0035, Thomas partit. Rapidement, regardant par-dessus son épaule, Marlowe rembobina, regarda à nouveau. Et encore, c'était ça. Thomas avait menti. Il était là, et maintenant elle avait la preuve. Elle saisit son téléphone et appela Mara immédiatement. « Je l'ai trouvé. Il était à la maison la nuit d'avant. J'ai une vidéo. » La voix de Mara tremblait, d'adrénaline. « Envoie-la-moi, maintenant. » Marlowe hésita. « Si je la soumets officiellement, elle va être enterrée. Quelqu'un le protège. Alors nous les contournons. Je vais la présenter directement au juge. »« Mara, ça pourrait mettre fin à ta carrière. »« Je m'en fiche. La vie de ce garçon est en jeu. Envoie-la. » Marlowe joignit le fichier et appuya sur « Envoyer ». Mais alors que l'email partait, le doute s'insinua. Elle était détective depuis 18 ans. Elle savait comment le système fonctionnait. Les preuves pouvaient disparaître. Les témoins pouvaient être réduits au silence. Et les gens au pouvoir pouvaient réécrire le récit. Elle pensa au capitaine Hayes, à Gareth Doyle, à la façon dont cette affaire avait été gérée depuis le début. Quelqu'un voulait que Benjamin soit le bouc émissaire, et quelqu'un voulait que Thomas soit libre. La question était « qui ?» et, plus important encore, pourquoi ? Marlowe ferma son ordinateur portable et fixa la salle d'épreuve vide. Elle avait franchi une ligne ce soir, contourné le protocole, agi en dehors des règles.
Si ça se retournait contre elle, elle perdrait tout. Mais si elle ne faisait rien, un enfant innocent serait détruit. Elle attrapa son manteau et partit. Pour la première fois depuis des jours, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti auparavant. De l'espoir et de la peur. L'audience préliminaire commença un lundi matin froid. La salle d'audience était bondée. Journalistes, manifestants, spectateurs curieux. Chaque siège était occupé. Benjamin était assis à la table de la défense, petit et pâle. Il fixait ses mains. Mara était assise à côté de lui, des dossiers empilés haut. De l'autre côté de l'allée, Gareth Doyle ajustait sa cravate. Confiant, souriant pour les caméras. Thomas Weaver était assis au premier rang, jouant le père en deuil. Ses yeux ne quittaient jamais Benjamin. Le juge entra. Tout le monde se leva. « Procédons », dit le juge. Doyle commença. Il présenta les photos de la scène de crime. Le sang. La porte verrouillée. Les vêtements de Benjamin. Son comportement calme quand il fut trouvé. « Mesdames et messieurs, » dit Doyle, « ce n'était pas un accident. C'était un acte délibéré d'un enfant qui savait exactement ce qu'il faisait. » Mara objecta. « Votre honneur, l'accusation présente la spéculation comme un fait. Rejeté. » « Continuez, monsieur Doyle. » Doyle sourit. Il appela son premier témoin, l'agent qui avait répondu, puis le coroner, puis un psychologue qui n'avait jamais rencontré Benjamin mais témoigna que les enfants peuvent et commettent de la violence. Mara combattit chaque point, mais le juge restait impassible. Puis Mara se leva. « Votre honneur, j'aimerais présenter de nouvelles preuves. » L'expression de Doyle changea. Objection. Nous n'avons pas été informés. Elles viennent juste d'être découvertes, votre honneur. Des images de sécurité de la nuit précédant la mort de la victime. Le juge hésita. Approchez. Au banc, Doyle siffla. C'est une manœuvre. C'est la justice, répliqua Mara. Le juge examina le fichier. Son visage s'assombrit. Je vais l'autoriser. Les images passèrent sur l'écran. Thomas entrant. La dispute. Sa sortie précipitée, la salle d'audience explosa. En murmure. Le visage de Thomas devint blanc. Doyle se leva rapidement. « Votre honneur, ces images sont circonstancielles. Elles ne prouvent rien. Elles prouvent qu'il a menti, » dit Mara. « Il a prétendu ne pas être en ville. Mais le voilà. » Le juge frappa son marteau. « À l'ordre !» Il regarda Thomas. « Monsieur Weaver, vous serez appelé à témoigner sous serment. » Thomas ne répondit pas. Marlowe, regardant du fond, sentit son pouce accélérer. Il le tenait. Thomas Weaver prit la barre le lendemain. Il portait un costume sombre. Ses mains étaient stables. Son expression, calme. Mais Marlowe voyait la tension dans sa mâchoire. Mara s'approcha lentement. « Monsieur Weaver, où étiez-vous la nuit précédant la mort d'Emily ? » « J'étais dans l'Indiana, au travail. »« Vous en êtes sûr ? » ?»« Oui. » Mara sortit un document. « Ceci est un reçu de station-service, d'une station à 8 kilomètres de la maison d'Emily, daté de la nuit précédant sa mort, horodaté à 23h52. » La salle d'audience devint silencieuse. Les yeux de Thomas vacillèrent. « Ce n'est pas le mien. Il porte votre numéro de carte de crédit. » « Alors c'est une erreur. » Mara se tourna vers l'écran. « Voici les images de sécurité de cette même station-service, à 23h52. » La vidéo passa. Un homme à la pompe, veste sombre, casquette de baseball. Il se tourna vers la caméra. C'était Thomas. Des halètements remplirent la salle. Doyle se leva. « Votre honneur. »« Asseyez-vous, monsieur. » Doyle, claqua le juge. Mara s'approcha de Thomas. « Vous avez menti sous serment. Vous étiez en ville. Vous étiez à la maison d'Emily. Qu'est-ce que vous faisiez là ?» Le calme de Thomas se fissura. « Je voulais juste lui parler. »« À propos de quoi ? » ?»« À propos de Benjamin, à propos de la garde. » Et elle a refusé. Elle était déraisonnable. Alors vous vous êtes mis en colère. « Non, je suis parti. »« Vraiment ?» Thomas éleva la voix. «
Je ne l'ai pas touché. Alors pourquoi mentir? Pourquoi dire que vous n'étiez pas là? Il ne répondit pas. Mara se pencha. Parce que vous saviez ce qui s'était passé. Et vous aviez besoin que quelqu'un d'autre prenne le blâme. Ce n'est pas vrai. Alors dites-nous la vérité, monsieur Weaver. Que s'est-il passé cette nuit-là? Les mains de Thomas tremblèrent. Son visage devint rouge. Je ne peux pas, ne peux. Vous ne pouvez pas, ou vous ne voulez pas? Le juge intervint. Monsieur Weaver, répondez à la question. Thomas regarda Benjamin, puis de nouveau vers Mara. Sa voix était à peine un murmure. Elle m'a menacé, a dit qu'elle me ruinerait. Je ne pouvais pas laisser ça arriver. La salle d'audience explosa. Marlowe ferma les yeux. C'était fini. La salle d'audience était dans le chaos. Le juge demanda une suspension. Marlowe se glissa dehors et conduisit directement à la maison d'Émilie. Elle était toujours scellée. Elle avait la clé. Elle traversa les pièces vides. Quelque chose qu'Émilie avait dit dans son journal continuait de se répéter dans son esprit. J'ai trouvé quelque chose, une preuve. Mais quoi? Et où? Marlowe monta à l'étage, la chambre de Benjamin. Petite, sobre, un lit, un bureau, des dessins épinglés au mur. Elle regarda de plus près. La plupart étaient sombres, des ombres, des portes, des silhouettes. Mais un dessin était différent. Une boîte, cachée derrière un mur. Le pouls de Marlowe s'accéléra. Elle examina les murs, frappa, écouta. Derrière le placard, un panneau sonnait creux. Elle le détacha. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en métal. Elle l'ouvrit. Une clé USB. Ses mains tremblèrent alors qu'elle la branchait sur son ordinateur portable. Des fichiers audio. Des dizaines. Elle cliqua sur le premier. La voix d'Émilie, tremblante. « Si quelque chose m'arrive, écoutez ceci. » Puis vinrent les enregistrements. Émilie et Thomas se disputant. Lui la menaçant, elle pleurant. La petite voix de Benjamin en arrière-plan suppliant qu'ils arrêtent. Un fichier était étiqueté « Final ». Marlowe le joua. La voix d'Émilie. « Thomas, j'en ai fini. Je vais donner ça à la police. Tu ne vas plus nous faire de mal. » Thomas froid. « Si. Tu fais ça, tu le regretteras. Et lui aussi. » Une pause. Émilie plus douce maintenant. « Si quelque chose m'arrive, regarde-le en premier. Mais regarde avec attention. Benjamin a tout vu. Il m'a protégé. Et maintenant, je dois le protéger. » L'enregistrement se termina. Marlowe s'adossa, les larmes coulant sur son visage. Émilie savait. Elle savait que Thomas viendrait pour elle, et elle avait laissé les preuves derrière, pour que quelqu'un les trouve. Marlowe saisit la clé USB et courut. La salle d'audience se réunit le lendemain matin. Mara présenta la clé USB. Le juge l'autorisa. Les enregistrements passèrent. La voix d'Émilie remplit la salle. Sa peur, son désespoir. Les menaces de Thomas. Et puis, le fichier final. La petite voix de Benjamin. « Maman, j'ai peur. » Émilie. « Je sais, bébé, mais ça va aller, je te promets. » La salle d'audience était silencieuse. Certains juraient, pleuraient. Mara se leva. « Votre honneur, la vérité est claire. Thomas Weaver a manipulé son fils pendant des années. Il a utilisé la peur et le contrôle pour garder Émilie et Benjamin silencieux. La nuit de la mort d'Émilie, il est revenu. Ils se sont disputés. Et quand Émilie a menacé de l'exposer, il l'a tué. » Doyle objecta faiblement. « Il n'y a aucune preuve qu'il était dans la maison quand elle est morte. »« Benjamin l'était, » dit doucement Mara. Elle se tourna vers le garçon. « Benjamin, peux-tu nous dire ce que tu as vu ?» Benjamin leva les yeux. Ses yeux étaient rouges, fatigués. Il parla doucement. « Je les ai entendus se battre. Je me suis caché dans le placard. J'ai entendu maman crier. J'ai entendu la porte claquer. Et puis, le silence. Qu'as-tu fait? Je suis sorti. Je l'ai vue sur le sol. J'ai essayé de la réveiller, mais elle ne bougeait pas. Sa voix se brisa. Papa m'a dit, si je disais quoi que ce soit, il me ferait du mal aussi. Alors je suis resté silencieux. La salle explosa. Thomas se leva, criant.
Il ment. 2 agents le maîtrisèrent. Le juge frappa son marteau. Thomas Weaver, vous êtes en état d'arrestation pour le meurtre. Emily Weaver. Thomas fut traîné dehors, criant toujours. Benjamin s'effondra dans les bras de Mara, sanglotant. 3 mois plus tard, Benjamin fut placé dans une institution psychiatrique. Pas comme punition, comme guérison. Le docteur Rennes lui rendait visite chaque semaine. Lentement, soigneusement, Benjamin commença à parler, à se souvenir, à traiter. Marlowe lui rendit visite une fois. Elle lui apporta un carnet de croquis. « Pour les bons dessins », dit-elle. Benjamin sourit. Petit, fragile, mais réel. Thomas Weaver fut condamné. Perpétuité sans libération conditionnelle. Gareth Doyle démissionna discrètement. Pas de conférence de presse cette fois. Marlowe se tenait devant le tribunal, regardant le soleil se coucher. Justice avait été rendue. Mais elle savait la vérité. Le système avait échoué Benjamin bien avant cette nuit, et il avait failli le détruire. Elle pensa à tous les autres enfants, ceux qui attendaient toujours silencieux. Elle sortit son téléphone et envoya un texto à Mara. « Assurons-nous que ça ne se reproduise plus jamais. » Mara répondit immédiatement. « D'accord. » Marlowe marcha vers sa voiture. Le combat n'était pas terminé, mais aujourd'hui, ils avaient gagné.